Robert Badinter, merci de nous recevoir dans votre bibliothèque. Vous avez la parole rare, Robert Badinter, mais la guerre en Ukraine vous fait sortir de votre réserve pour ce livre, Vladimir Poutine, l'accusation, et coécrit avec Bruno Cotte, ancien président de chambre de première instance à la Cour pénale internationale, et Alain Pellet, qui était ancien président de la Commission du droit international des Nations Unies et président de l'Institut de droit international. Un peu plus d'un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a une image, est-ce qu'il y a un événement qui vous a incité à écrire ce livre? C'est la guerre. Vous comprenez la gravité de cette situation à laquelle, bizarrement, nos concitoyens paraissent prêter une attention, je dirais, relative. C'est la guerre à 2h15 de Paris. Pourquoi? Parce que le président Poutine a commis une série de crimes qui relèvent du droit pénal international et d'une justice pénale internationale. Le crime d'agression. Il a osé déclarer qu'il volait au secours de Russes génocidés par les Ukrainiens. De ce soi-disant génocide n'ont jamais eu la moindre trace ni la moindre preuve. D'ailleurs, il ne le dit plus. Donc c'est une agression caractérisée et ceci constitue en soi un crime. Et puis, vous avez la succession inévitable liée à la guerre d'agression. C'est d'abord cette série de crimes de guerre, les écoles qu'on bombarde, les hôpitaux sur lesquels on envoie des obus, ces femmes violées systématiquement. Et puis au-delà des crimes de guerre se pose une question difficile, celle du crime contre l'humanité. Est-ce que le fait de prendre des enfants ukrainiens et de les envoyer en Russie, où ils deviennent des Russes et où ils sont forcés d'apprendre une autre langue que leur langue d'origine, est-ce que ceci ne constitue pas cette déportation, ce transfert forcé de population, des crimes contre l'humanité, avec mes associés dans cette entreprise, Bruno Cotte, qui a été longtemps le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, puis magistrat. Quelles sont les preuves pour constituer ces chefs d'accusation? La quête des preuves, nous l'avons vu s'agissant de l'ancienne Yougoslavie. Ensuite, après le conflit, aller chercher les preuves des crimes, c'est très difficile. Mais là, je suis heureux que précisément la Cour pénale internationale ait voulu recueillir la preuve de ces crimes, car cela finira, j'en pense, inévitablement en justice pour Poutine ou pour ses complices, parce qu'il n'est pas le seul à tomber sous le coup de ces accusations. Il y a aussi autour de lui un appareil d'État, un appareil militaire considérable. Les responsables seront eux aussi traduits en justice. Donc d'abord les preuves, et ensuite le procès. Le procès, vous en êtes convaincu, un jour, il aura lieu, ce procès? Ah oui. C'est la raison pour laquelle... Sur Poutine, je ne sais pas. Ici, je vous rappelle que si on avait dû à Göring, numéro 2 du Reich, le successeur désigné d'Hitler, vous retrouverez, on lui avait dit en 1942, vous retrouverez devant le tribunal pénal international à Nuremberg, il aurait ricané et vous aurait dit en
42 qui viennent me chercher. C'est la raison pour laquelle vous terminez ce livre par l'acte d'accusation. C'est un moment fort du livre, en tout cas à la lecture de ce livre, terminé par cet acte d'accusation. Oui, mais c'est pour montrer que d'ores et déjà, il y a les éléments de l'accusation. Ensuite, il appartiendra à la juridiction pénale internationale dans lesquelles comparaîtront Poutine et ses complices, ou les complices sans Poutine. Ça, on ne peut pas le savoir. Vous parlez de crime d'agression, c'est le crime suprême, et vous faites... Ah non, c'est le premier crime. C'est le premier crime. Oui, le crime suprême pour moi, c'est le crime contre l'humanité et puis le génocide. Le crime d'agression, pour la première fois, a été retenu au tribunal de Nuremberg. Et donc vous faites des allers-retours régulièrement entre ce moment de l'histoire et aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire des analogies entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Ukraine qui se déroule aujourd'hui? J'espère que non. Je n'ose dire pas encore. Je rappelle que la Seconde Guerre mondiale, c'est, je crois, 12 millions de morts en Europe. Nous n'en sommes pas là. Et je souhaite que nous n'en soyons jamais là. Ce n'est pas pour autant que ces crimes, aujourd'hui codifiés, internationalement réprimés, ne doivent pas être poursuivis. Le président Zelensky appelle à la création d'un tribunal international spécial. Qui pourrait créer cette instance de façon à lui assurer la légitimité incontestable aux yeux du monde? Écoutez, l'imagination dans ce domaine est fertile, mais vous avez un exemple avec le traité de Rome et la création de la Cour pénale internationale. Le droit pénal international a hélas beaucoup progressé, je dis hélas, parce que précisément c'est à l'occasion des crimes contre l'humanité ou de guerre qu'interviennent ces progrès du droit. Mais l'humanité, elle, ne progresse pas et les guerres se poursuivent. Mais il est très bon, excellent, et c'est l'effort de toute une génération de juristes que d'essayer de construire un système permanent de justice pénale internationale contre ceux qui commettent de tels crimes. Mais les Européens ne sont pas beaucoup suivis, les Européens ou les Occidentaux ne sont pas beaucoup suivis sur la position contre cette guerre. Mais il y a un certain nombre de pays, il y a l'Afrique par exemple, tout entière. Je vous rappelle que les Nations Unies, l'Assemblée générale s'est prononcée à une large majorité. Évidemment, pas le Conseil de sécurité dans lequel les Russes sont présents et jouissent du droit de veto. Ça vous choque, vous, que le président... Donc, je ne compte pas sur le Conseil de sécurité, mais plus sur l'Assemblée générale, et puis, disons-le, sur cette notion jadis kantienne, celle de Kant sur la morale universelle. Appeler à la condamnation de Vladimir Poutine, n'est-ce pas polariser davantage le monde et les relations internationales qui sont aujourd'hui très difficiles, où on voit la résurgence de bloc contre bloc? Est-ce que vous pouvez comprendre que certains pays, par exemple, puissent se dire pourquoi Poutine et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas il y a eu d'autres invasions? Ah non, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire d'entendre cette réflexion. Comment une série de crimes gravissimes sont commis sur l'ordre de Poutine et à l'heure actuelle par les Russes, et il ne faudrait pas les poursuivre parce qu'en Afrique, nous n'avons pas les... Enfin, écoutez, si un assassinat se commet à votre porte, vous n'allez pas intervenir? Vous allez laisser
cet assassinat se poursuivre sans prévenir la police ou sans intervenir physiquement? Écoutez, dans quel monde on est où vous allez dire, ah bah, comme vous ne poursuivez pas tous les crimes, vous ne poursuivrez aucun criminel. Poutine est un criminel contre l'humanité, un criminel de guerre. C'est en Europe, à 2 heures d'avion, que ça se passe. Voyons. Est-ce qu'on négocie avec un criminel de guerre? Est-ce qu'il faut s'asseoir à la table des négociations avec Vladimir Poutine? Écoutez, sur ce point, je vous dirais, j'ai connu, moi, à cause de mon grand âge, j'ai connu la Seconde Guerre mondiale. Je laisse de côté le fait particulier que j'étais un adolescent juif sous l'occupation allemande. Je laisse ça de côté. Mais je revois toujours la destruction de la ville à côté de laquelle nous étions réfugiés clandestins, ma famille et moi, en juin 1944. J'ai vu exploser cette ville parce que elle était un nœud ferroviaire, Chambéry en Savoie, un nœud ferroviaire entre la France et l'Italie. Donc, c'était essentiel pour le haut commandement allié qu'on ne puisse pas transférer des troupes allemandes d'Italie en Normandie. Je regardais, je travaillais pour mon baccalauréat et je regardais de temps en temps les avions alliés voler sur Constant, passaient, bombardaient France et puis ils se posaient dans le sud de l'Italie. Et à un moment donné, en regardant cette forteresse volante, j'ai vu des points se détacher. Et puis, ils ont grossi. Et j'ai dit à ma mère, sortons tout de suite. Et c'était des bombes. Et les bombes étaient destinées à cette ville paisible, savoyarde. Et là, en 10 minutes, le cœur de la ville a été détruit. Autour de la gare elle-même, mais pas seulement la gare. Immédiatement, ça a duré quelques minutes. Puis les avions sont repartis et la ville flambait. J'ai couru avec un copain de lycée au lycée et là, on a requis les adolescents que nous étions pour essayer de sauver les survivants et puis d'éteindre les incendies. Les pompiers étaient là, mais toutes les bonnes volontés étaient requises. Il y a bien d'autres choses que je pourrais dire sur les horreurs de la guerre, mais cette destruction d'une ville paisible par un bombardement en quelques minutes, c'était un des aspects constants des guerres modernes. Je ne parle pas du fait que les Russes disposent d'armes atomiques. Je laisse de côté l'hypothèse épouvantable de l'utilisation de bombes atomiques. Je me borne à rappeler que simplement, il suffit qu'un hélicoptère touché s'écrase sur une usine atomique
Et vous avez Tchernobyl multiplié par 3. La région en est truffée. C'est un risque quotidien. Et j'ajoute que devant l'échec de ces armées, Poutine peut à tout moment, emporté par l'hubris des dictateurs, utiliser non pas la bombe atomique, mais les armes tactiques nucléaires. Et dans ce cas-là, vous voyez où nous allons et ce que deviendra le cœur de l'Europe et au-delà en Europe. Vous qui avez connu ces tragédies, les pogroms de votre que votre famille a subi, la guerre, vous savez le poids de la mémoire. Que pensez-vous de ces jeunes aujourd'hui en France qui veulent effacer une partie de l'histoire en déboulonnant des statues? Est-ce que gommer le passé répare le présent? Je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable d'autant plus que l'inculture dont témoignent ces jeunes barbares est saisissante. Et qu'ils dévisent telle ou telle sculpture de tel ou tel homme de lettres, philosophe, penseur. C'est lamentable. La France traverse en ce moment une crise sociale, une crise institutionnelle. Est-ce que vous direz aussi une crise démocratique? Comment vous jugez l'état de la France aujourd'hui? Écoutez, je suis sorti de la vie politique et de la vie publique, de ce qui est, à mon âge, une précaution utile. Je n'envisage pas d'y rentrer en commentant l'actualité. Qu'est-ce que vous craignez le plus aujourd'hui? Est-ce que l'arrivée, par exemple, du Rassemblement national vous inquiète? Non, nous rentrerons là dans une discussion ou une analyse politique à laquelle je ne saurais plus me prêter publiquement. Je réserve ceci pour mes amis. Ils ont bien de la chance. Avez-vous un message à délivrer à la jeunesse? Soyez heureux. Monsieur Badinter, merci. Voilà, entretien exceptionnel de Robert Badinter à retrouver sur le site internet et sur les réseaux sociaux de TV5 Monde.